Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes là pour participer avec nous à cette émission en écoutant les experts. Bonsoir Nathalie Joss. Bonsoir à tous. Journaliste à Martinique La Première. Bonsoir Eddy Marajou, bonsoir. Patron Bonsoir. de presse à la Martinique. Bonsoir Mano, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et bonsoir. Chaque fois, je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Eddy, Daniel Compère. Oui. Eddy, c'est mon Compère. ami. Voilà. Mais oui, mais en plus, Eddy Compère, c'est un musicien, je crois. Oui, Ça, tout à fait. Ça, à chaque fois, ça me revient. Tout à Bonsoir fait. Daniel, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et à chacun. Alors, rédacteur en chef. Plus du tout. Plus du tout. Rédacteur tout court. Rédacteur tout court du Progressiste. Voilà. Et voilà, et on profite aussi pour souhaiter un prompt rétablissement à Serge Tali, le rédacteur en chef donc, Tout à du fait. Progressiste depuis Depuis septembre. quelques Depuis mois. septembre Déjà. 2017. Déjà. Depuis septembre, ouais. Déjà. C'est vrai. Bien, alors, on commencera par, peut-être, je ne sais pas si vous aimez le football, mais on commencera par parler un petit peu de Zidane. Le fait qu'il ait décidé brusquement d'arrêter avec l'équipe qu'il a menée à la victoire pendant 3 grands matchs, je ne suis pas très connaisseur. Hein. Gabriel Gallon aurait été là, ça lui aurait Ah, fait Gabriel plaisir. aurait été, oui. Mais je pense que vous connaissez un peu le football, d'autant qu'il y a la Coupe du Monde dans quelques mois. Dans quelques semaines. Quelques jours même. Ah oui, c'est juin, c'est Le 14 juin, juin. dans quelques jours. Est-ce que ça vous a surpris comme ça qu'il décide d'arrêter après une 3e victoire Moi, ça m'a surpris. Bon, j'avoue que je suis de moins en moins surpris par les événements du monde. Ah, Non, Ça, mais tu considères que c'est un événement du monde, ça? c'est un événement du monde. La preuve, tout le monde en parle. oui. Mais je pense que, d'ailleurs, il l'a dit lui-même, Zinedine, de même qu'il s'est retiré en tant que joueur au sommet de sa gloire, Exact. après notamment cette fameuse Coupe du Monde 1998, il y a 20 ans déjà, là, il a voulu se retirer au sommet de sa gloire d'entraîneur, puisque parmi tous les titres qu'il a eu, il a gagné avec son équipe 3 fois de suite la Ligue des Champions. D'accord? Bon, comme il dit, il vaut mieux partir quand on est au sommet. C'est-à-dire, ce qu'il a ajouté, c'est qu'il ne voit pas ce que le Real Madrid peut faire de mieux que ce qu'il a déjà accompli. Alors, c'est un petit peu dur pour son futur successeur. Je fais exprès de mettre futur et successeur à la fois. Parce que ça veut dire, bon, est-ce que ça veut dire que j'aurai une équipe amoindrie? Il faut dire aussi que certains des joueurs emblématiques du Real Madrid sont plus proches de la retraite que du début de leur carrière. Oui, il y en a qui partent d'ailleurs. Il y en a qui partent, n'est-ce pas? Il y a de fortes chances que Benzema Ouais. parte. D'ailleurs, Benzema a été poussé vers la porte de sortie. Oui. Et puis surtout Cristiano Ronaldo, Voilà. qui veut gagner encore plus d'argent. Voilà. à quoi faisant Elle est en augmentation de son salaire. Et les Madrilènes ont dit non, tu gagnes déjà suffisamment de fric, on ne peut pas augmenter ta masse salariale encore plus. Donc il veut aller ailleurs. Il va aller ailleurs pour garder, notamment dans les Émirats Arabes Unis, peut-être. C'est là-bas qu'on... C'est là-bas qu'on gagne bien. Oui, mais là-bas, il y a du foot, là-bas, il y a de l'argent, mais il n'y a pas tellement de football. Il n'y a rien d'intéressant au niveau football. Quoi. Ils s'en foutent, les mecs. Ils ont déjà tout gagné. Cristiano Ronaldo est champion d'Europe. Il est champion. Il est ballon d'or 5 fois. Il est champion Ballon d'Or, 3 fois champion d'Europe. Donc c'est comme Iniesta, le joueur de Barcelone, qui est parti en Chine pour 85 millions d'euros pendant 3 ans. Ça fait rêver. Ils ont plus de soucis. Même s'ils ne jouent pas au football. Et puis en même temps, c'est bien, parce que ça laisse la place aux jeunes. place à d'autres, Ouais, ouais. Tous ces gens-là, ils ont... je veux dire, quand tu domines le football pendant... Zidane, il domine le football depuis 20 ans. 98. Ouais. Ça fait 20 ans, hein. Donc, qu'est-ce que tu veux obtenir de plus? Ouais, Rester là 30 ans, 40 ans, 50 ans? Et ça, c'est un formidable exemple. Moi, je le trouve extrêmement courageux, Que certains extrêmement politiques auraient responsable. peut-être dû suivre, je Des crois. politiques, et puis même dans tous les autres secteurs, hein, même dans les clubs de foot ici ou dans les associations, on parlait de
du comité des YOL, du comité cycliste. Mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, ils sont bons, hein, des Fontis, des tous ces gars, mais ils ne lâchent pas. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là, plus de 20. Donc à un moment, il faut savoir lâcher. Et je trouve que Zidane, là, il est extrêmement courageux au fait de sa gloire. Il aurait pu rester encore... voilà, non, mais chez nous, c'est rédhibitoire. On a des politiques, des associatifs. Dès qu'on a un mandat, eh ben, on le prend, on le garde et c'est une chasse gardée. Il y a quelques contre-exemples. Et ce que Eddy disait, c'est extrêmement vrai, c'est que ça permettra aux jeunes d'arriver. Mais ça permet un renouvellement et ça permet d'avancer finalement. Et c'est vraiment ce qui nous manque ici, c'est que sans faire de jeunisme, parce qu'il ne s'agit pas de faire de jeunisme, on a toujours besoin d'expérience quand on a ces postes-là, mais il faut savoir raison garder et quand même limiter les mandats, quoi. Parce que je veux dire, au bout de 10 ans, quand même, ça commence à faire beaucoup. Et en fait, ils ne renouvellent pas le genre, parce qu'on voit bien qu'à un moment, on est quand même, on est quand même limité. Donc, il faut savoir lâcher, vraiment. Alors, autant que pour le mariage... En politique, je n'en parle même pas. Hein. Autant que pour le mariage, on dit jusqu'à la mort et que très souvent, on finit par divorcer. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. On finit par divorcer, on n'entend pas ça. C'est sûr. Apparemment, dans faut faire attention, parce que peut-être que le mariage va être concerné de plus en plus par... Cette philosophie, la limitation de mandat. Mais vous allez vous marier, mais seulement pour 5 ans. Voilà, mais parce que alors que là, les politiques très souvent, c'est vraiment jusqu'à ce que la mort ne sait pas de leur mandat. Parce qu'il n'y a pas à la dire. Hein. Il y a quand même. Il y a des contre-exemples. Il y a quand même quelques exemples. Ils ne sont pas nombreux, Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. Ici en Martinique, non? Oui, bien sûr. Moi, je vous annonce un scoop, là. Le maire, je viens de faire une interview du maire du Diamant qui nous a annoncé qu'il ne se représente pas aux élections de 2021. Alors, il est quand même un petit peu en difficulté. Ça aurait été un peu difficile pour lui comme bataille, il me semble. Mais bon, il aurait pu y aller. Il aurait pu y aller. Le maire de Ducos non plus, il ne va pas. Charles-André Mancé. Yvette Gallo n'est pas là, il n'a pas eu de difficulté, je pense, pour repasser, non? Ah, quand même, hein, il y a de l'opposition. Hein. Oui, mais il a semble-t-il étouffé un petit peu son opposition. Non, il y a un début, à mon avis, il y a un début de prise de conscience du fait que la politique, ça ne mène plus à grand-chose, en fait, et qu'il faut l'exercer essentiellement au service des citoyens. Et comme ça, ils n'aiment pas trop, eh ben, ils font 1 ou 2 mandats maximum et puis ils s'en vont, quoi. Parce qu'avant, c'était pas ça, hein, C'était 30 ans. C'était 30, 40 ans. Ouais, on a beaucoup d'exemples de ça. Aimé Césaire. Aimé Césaire. Émile Césaire, Émile Maurice. Émile Maurice, j'allais le dire. Oui, Joyeux, voilà. Toutes ces bouctas. Anicette Turini au Gaumont, plus de 30 ans. Hein. Désiré au Marais. Désiré au Marais. Record absolu. Désiré aujourd'hui, record absolu. Ah oui, record battu. Ouais, enfin. Donc, est-ce que vous pensez que Zidane, finalement, il envisage de prendre la place de l'actuel entraîneur de l'équipe de France de Deschamps? Il y a de fortes chances, Moi, je pense aussi. Enfin, c'est le seul aboutissement, si je puis dire. Maintenant, il faut qu'il gagne une Coupe du Monde, mais en tant qu'entraîneur. Alors, j'ai cru que c'est ce que j'allais dire, que c'était le seul aboutissement que la France puisse encore être... voilà. Je ne vois pas la France, en tout cas pas cette année-ci, je ne vois pas la France gagner la Coupe du Monde de football. Ouais, je crois qu'il a présenté... Si elle arrive en quart de finale, ce sera magnifique. Il a présenté l'équipe, il y a beaucoup de jeunes. Bon, je ne sais pas. Il faut rebâtir une équipe. Ouais. Il faut rebâtir une équipe. L'équipe qui a gagné en 98, c'était une équipe pas très jeune. Hein. Ouais. Ça, c'est la plus jeune équipe jamais constituée en France. Ouais, en 98, il y avait Zidane, il y avait Deschamps. C'est une bonne chose. Les gosses, ils ont 22, 23, 24, 25 ans maximum. Ouais, ils vont faire 3 coupes du monde. Il y a 4 joueurs, je crois, ou 5 joueurs maximum sur 23 qui ont plus de 30 ans. Plus de 30 ans, ouais. Voilà, donc c'est plutôt bon. Ouais. C'est comme l'équipe du Brésil. Hein. L'équipe du Brésil est extrêmement jeune. D'ailleurs, c'est le cas de toutes les équipes qui gagnent. Les équipes qui gagnent sont d'abord des équipes jeunes. Et vous avez un pronostic pour cette future Coupe du Monde ? Parce que les Martiniquais sont très brésiliens. Généralement, il y a beaucoup de Brésiliens. Ils sont plutôt français aujourd'hui. Ah bon ? Oui. Vous vous rappelez une année où il y avait le Brésil contre la France Ouais. Et les Martiniquais étaient très partagés. Ils sont surtout descendus dans la rue. Moi, j'organise un événement ce jour-là, en juillet 98. Et mon événement a été bousculé par le fait que les gens sont descendus dans la rue avec des klaxons, des drapeaux.
Et les Brésiliens de la Martinique, enfin les Martiniquais fanatiques du Brésil, étaient en train de pleurer chez eux. Quoi. Donc, moi je suis brésilien et mon fils est à fond pour l'équipe de France et nous moitié gourmet. Mais je crois que ceux qui sont pour les Brésiliens, ce sont des gens d'une certaine génération. Exactement. Oui, voilà. Les jeunes d'aujourd'hui c'est les plus de 40 ans. C'est vrai, je crois. C'est vrai. Bien, eh bien, on va parler d'autre chose. Quelqu'un qui a fait parler de lui la semaine dernière, qui est entré dans un supermarché, dans un hyper, je ne sais pas trop, une grande surface, on va dire. Voilà. Et pour son parti avec des sachets de sucre. Là, c'était quoi exactement en fait le sucre? C'était pour... Parce que je crois qu'il avait dit aussi de ne pas dévaliser, je crois que ça a été payé, je crois. Non, ça n'a pas été payé. Je ne crois pas. Pas été payé du tout. Je ne crois pas. C'était le symbole du sang versé par les esclaves. Pour récolter le sucre. Le sucre, oui. Et vous pensez que c'est... Comment vous avez analysé ce coup de force? Parce que, bon, en tout cas, ça a fait parler. Le bouyco, que la prochaine étape, c'est de dévaliser des citrons et du rhum pour faire un punch, quoi. Parce que... mais ça, dans un supermarché en France. À Strasbourg. Parce que le sang des esclaves, c'est aussi pour faire du rhum. Hein. Oui, on est d'accord. Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, ce monsieur Kémy Séba, il est connu, il est interdit dans certains pays. Certaines personnes se demandent mais pourquoi comment on a pu le faire venir ici, mais il a quand même mis 1000 personnes au Grand Carbet. Comment vous analysez tout ça, tous ces événements autour de lui? En tout cas, il sait faire parler de lui. Moi, je considère que tout ça part d'une méprise, quoi. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à la façon dont on communique et dont on exprime ses opinions. Moi, je suis extrêmement respectueux des opinions, des idées, parce que je pense que c'est assez central. Mais derrière, il faut faire attention aux véritables motivations et aux véritables messages. Donc Kémy Séba, c'est quelqu'un qui a des opinions extrêmement précises. Tranchées. Voire, pour moi, elles sont précises. Je ne vais pas les juger, elles sont précises. Et on sait exactement ce qu'il veut. Donc, ces opinions ne sont pas partagées par la grande majorité des Martiniquais. C'est ça. On peut respecter tout ce qu'on veut, mais il faut faire attention. Mais bon, Kémy Séba, à la limite, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qui en Martinique veut propager des opinions qui sont des opinions basées sur des choses qui sont inacceptables. Moi, je crois que c'est inacceptable de propager des opinions qui soient des opinions d'exclusion des autres. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Kémy Séba, en France, a reçu le soutien, à une certaine époque, des membres du Front National. Oui. OK. Kémy Séba a partagé un certain nombre d'opinions qui sont des opinions d'exclusion. Alors il est revenu dessus en disant bon, je ne considère plus le blanc comme le diable absolu. Je pense qu'il y a une universalité, etc. Bon, mais quand tu es soutenu dans tes idées d'ethnocentrisme par des fondamentaux du Front National ou des extrémistes de droite comme Soral qui prônent la haine contre les Noirs, tu viens pas me dire après que tu veux faire en sorte que le Martiniquais se libère, ok? Donc moi j'ai un souci par rapport à ça. Mais Kémy Séba, il a fait son truc, il est parti dans son pays, parce que son pays c'est la France, hein. Faut pas se... Oui. Hein? Voilà. Attention, son pays c'est la France, c'est un Français. J'allais le dire. Ok? C'est pas un Africain, c'est un D'ailleurs, Français. Kémy Séba, c'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai C'est nom. pas son vrai nom. Il s'appelle Monsieur Chichi. Ok? Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui en Martinique partage des opinions d'exclusion. Ok? Qui est-ce qui est prêt à dire qu'il a des choses en commun avec ceux qui répandent la haine?
Voilà. Et il y a un vrai débat. On s'assoit, on discute, mais il faut que les gens disent ce qu'ils pensent. Ceci dit. Qu'ils expriment ce qu'ils pensent. Si dans une île, on se met, un petit territoire comme ça, on se met à faire, du communautarisme, du racisme exclusif, on sait où ça mène. Ça va aller très très vite. Ok ? C'est du coup-là. C'est du sang. Non, mais c'est ça la réalité. Ouais. Quand tu commences à dire qu'un tel ne peut pas vivre sur ton île, qu'un tel doit payer pour les autres, etc., et que tu exclus les gens, on sait où ça mène, on sait où ça va. Donc, faire venir quelqu'un pour communiquer sur quelque chose que tu as, toi, envie de dire, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu viens au micro et tu dis, voilà ce que je pense. Voilà ma vision de la société. Je parle des Martiniquais qui ont invité M. Seba. Voilà. C'est cela qu'on a envie d'entendre en leur disant, donc moi je respecte les opinions des gens, mais qu'il faut qu'ils l'expriment, qu'il faut qu'ils expriment leur opinion. Bien. Okay? Oui, Daniel. Ceci dit, Eddie l'a déjà un petit peu dit, il faut bien préciser que ce monsieur a été invité en Martinique. Oui. Ouais. Il n'a pas débarqué comme ça du jour au lendemain, il a été invité. Donc, il a des soutiens, des affinités en Martinique. D'autre part, il se revendique panafricaniste. Se revendique pas français, se revendique panafricaniste. Est-ce qu'on peut expliquer ce que ça veut dire C'est-à-dire, il est partisan, enfin, il se dit partisan d'une grande Afrique consolidée, réunifiée, si l'on peut dire, voilà. Bon, vis-à-vis de qui ? Il ne le dit pas. Hein ? Vis-à-vis de qui ? Face à qui ? Mais, comme le dit Eddie, c'est pour le moins du communautarisme, pour le moins. Mais là-dessus, bon, je ne l'ai pas entendu exprimer, développer une théorie, une idéologie, quelle qu'elle soit. J'ai entendu simplement, je suis un panafricaniste. Bon, d'accord. Oui. Non, mais l'idéologie, elle est développée. Hein. Vous allez sur le net, vous lisez, vous l'écoutez. Au tout départ, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, c'est de dire, ben voilà ce que moi je propose, entre guillemets. Je propose que les Africains et les Noirs qui sont en France retournent en Afrique. Oui. Et que les Blancs qui sont en Afrique retournent en France. Chacun de son côté. Les Blancs de leur côté, les Noirs de leur côté. Ok, bon. Les Noirs qui sont mariés à des Blancs, on fait quoi ? Les enfants qui sont nés du métissage, on les emmène où ? On les... Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est des idées. Les gens s'expriment et c'est clair. Et puis à partir de ces idées, on débat. Mais quand vous dites ça et qu'il y a des gens du Front National qui disent bravo Kémy, c'est exactement ce qu'on pense. Oui, frère, nous bien ensemble. Ouais. Et il y a des vidéos qui sont extraordinaires, qui montrent la chose suivante. Il y a des extrémistes de droite qui rentrent dans le métro et qui frappent des enfants noirs, qui les humilient, ok ? Et les mêmes extrémistes de droite invitent Kémy Seba à s'exprimer et il vient et il s'exprime devant ces mecs-là, en sachant pertinemment qui ils sont. Mais entre-temps, il dit, ceux qui ont fait ça, on va leur défoncer la gueule. Mais le jour où il est devant eux, avec drapeau, il ne va faire rien. Ouais. Voilà la réalité, c'est ça la réalité. Mais Kémy Seba, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Est-ce que ici, il y a des gens qui partagent cette opinion ? Moi, je veux savoir ça. Je veux qu'ils nous appellent, qu'ils nous envoient des mails et disant, oui, manquons ça. Ok, Nathalie, ton avis sur tout ça ? Oui, enfin, moi, je trouve ça très révélateur de notre société. Alors, si on n'est pas d'accord sur le mode d'action, c'est vrai que moi, j'ai trouvé l'idée assez étrange et assez singulière d'aller prendre des paquets de sucre. Je crois qu'ils auraient mieux fait de trouver une autre idée. Mais en tous les cas, ça montre bien, et on en parlait déjà la semaine dernière, je crois, ou l'autre semaine, le malaise identitaire qu'il y a ici. Ça, c'est évident. Encore une fois, on ne peut pas faire l'économie de ça. Il y a des gens dans notre pays qui ne sont pas à l'aise avec leur identité, qui ont besoin aujourd'hui de dire, de montrer, de démontrer qui ils sont, où ils sont et ce qu'ils sont. Et en fait, moi, quand j'ai vu
la violence des réseaux sociaux, la violence des réactions sur les réseaux sociaux, j'ai pas été très surprise, mais en même temps, ça démontre quoi? Ça démontre que, par exemple, moi j'ai vu des audios passer où on disait ouais, Mio, ces nègres-là, c'est des petits nègres, c'est des nègres, qui ont toujours été des petits nègres, etc. C'est autres qui fait ça, machin, etc. Et donc, on est toujours dans ça quelque part. Ça veut dire qu'on n'a pas encore... Quelque part, j'ai envie de dire que c'est presque normal parce que notre histoire, on ne l'a pas encore bien étudiée, on n'a pas encore fait le point et on n'est pas encore au clair avec tout ça. On n'est pas encore au clair avec l'esclavage, on n'est pas encore au clair avec ce que nous sommes. Et nous avons une difficulté supplémentaire par rapport à beaucoup de ceux que, par exemple, qui sont en France, qui ont une difficulté à se sentir français et immigrés, et étrangers et dans la société française. Nous aussi, parce qu'on a cette schizophrénie qui nous habite en permanence, qui est la schizophrénie d'être français, d'être africain, d'être... Voilà. Après, il y a aussi notre rapport à l'Afrique qui était interrogé ici. Donc, on nous dit, oui, vous êtes des Africains... Non. Alors, moi, personnellement, je sais que je ne suis pas africaine. Mais là encore, ça se pose la question parce que on a beaucoup dénigré l'Afrique. Notre imaginaire collectif sur l'Afrique, c'est une Afrique pauvre, une Afrique honteuse, une Afrique... Voilà, on a longtemps eu honte de l'Afrique. Et aujourd'hui, on en est là. Donc il y a des jeunes, et c'est surtout des jeunes, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans le mouvement, il y avait beaucoup de jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin de savoir qui ils sont. Et ça fait que la nature ayant horreur du vide, et comme il n'y a pas de militants ici qui leur donnent cette occasion-là, ben voilà, ça a fait que Kémy Séba a débarqué pour leur donner l'occasion de s'exprimer comme ça. Et ça va tellement plus loin, c'est que je crois qu'il y a quelqu'un, je ne sais plus qui a dit sur une télé, une radio, qu'on a des penseurs dans ce pays. On a beaucoup de penseurs. On a des Césaire, on a des Fanon, on a des Glissant. Il n'y a pas de pensée plus puissante que ces gens-là, que ces écrivains-là, que ces penseurs-là, qui sont étudiés dans le monde entier. Et on va chercher voilà, des gens parce qu'ils sont dans le monde médiatique, etc. Mais c'est aussi, je termine, c'est aussi la faute, à mon avis, de nos politiques. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire du politique bashing, mais de nos politiques, de nos militants, de nos intellectuels, de notre société. Ou qu'est-ce qu'on donne à nos jeunes, quelle nourriture spirituelle on leur donne aujourd'hui? Quel repère, quelle identité on leur permet d'avoir? Alors, moi, je regardais, je me disais par exemple, sur une revendication comme celle-là, il aurait mieux valu, par exemple, aller débaptiser les rues, Blénac, qui est un esclavagiste, tout le monde le sait. Voilà, Garnier-Pagès, mais il y en a plein. Il y a des plaques de Napoléon. Gallieni. Et Napoléon a 2 plaques aux 3 îlets. On avait essayé à un moment de... Et qu'est-ce que nos politiques nous répondent? Oui, mais non, mais c'est l'histoire, il faut faire avec. Et ces jeunes-là, ils sont en mal de ça. Ils sont révoltés. Il y a un vent de révolte chez les jeunes parce que, si vous remarquez bien, c'est quand même les anciennes générations qui pensent comme ça à l'Afrique pauvre, l'Afrique honteuse, etc. Alors que les jeunes, je crois qu'ils commencent à comprendre qui ils sont et à vouloir savoir qui ils sont et à s'affirmer, à affirmer haut et fort leur identité. Mais il reste c'est quand même la minorité agissante, c'est pas la majorité oui, silencieuse. Absolument, absolument. Mais les réactions sont plutôt mitigées. Hein. Alors sur l'action, encore une fois, on peut penser ce qu'on en veut, voilà, qu'elle n'était pas très opportune et que voilà. Mais sur le fait de réagir et de dire voilà qui nous sommes, voilà ce que nous voulons. Et puis, on le disait la dernière fois aussi, il y a ce problème béquet. Alors, moi je ne suis pas anti-béquet, les béquets ils sont là, ils font partie de la société martiniquaise. Mais je vous dis encore une fois que partout où vous allez, le problème il est là, il est omniprésent. Et tant qu'on ne l'aura pas réglé, là aussi on va aboutir à ce genre de choses, à des gens qui ne sont pas à l'aise dans leur société à cause de cela. Alors ça nous permettra aussi d'expliquer le franc CFA. Il faudra quand même, puisqu'il a brûlé un billet de 100 de 5 000. Voilà, expliquer quand même aux téléspectateurs c'est quoi cette histoire de franc CFA par rapport au franc français. Bon, moi je trouve un peu bizarre qu'il ait fallu attendre Kémy Séba pour aller prendre des trucs de sucre dans le truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont invité Kémy Séba, le mec il est resté, il a dit les frères, allons voler du sucre et puis ça veut dire
on n'est pas capable, nous, de réfléchir à des actions symboliques pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Non, on en est incapable. C'est ça qui est dramatique. Mais ce qui est terrible, c'est ce qui est choisi, en fait. Il aurait fallu lui dire, faut lui dire, bon, Kémy, tu es gentil, mais le sucre aujourd'hui, c'est fait par 85% de petits planteurs de canne, ok ? Le sucre qui est récolté, il est broyé, enfin, la canne à sucre est broyée par une usine où il n'y a pas de béquet au commandement, c'est des Noirs. C'est les impôts des Noirs que tu invites avec toi qui payent les subventions qui permettent à cette usine de tourner, ok ? Et ça s'appelle les sucres du galion. Les béquets, ils n'en ont plus rien à foutre du sucre. Hein. Ils auraient pris du rhum, j'aurais dit, bon, ouais, là, il y a un truc, il a réfléchi. Mais du sucre, frère, le sucre, il est fait par des Noirs. Ce sont des Noirs, ok ? Donc, tu dis, et vous avez vu, tout de suite après, il y a eu des reportages, là, ça tombait mal, la récolte est difficile, les petits planteurs viennent en disant, ouais, nous pas ni trop de l'eau, quand on a machin, et là, tu colles les deux reportages, tu dis, mais il y a un problème, Je pense qu'il a été mal renseigné. Mais ce que tu dis est important, Nathalie, la problématique identitaire, les fameux penseurs dont tu parles, croyaient l'avoir réglé. Césaire, Fanon, le discours de Césaire et le discours de Fanon, ça va pas ensemble. Hein. Ouais. Ça va pas ensemble. Fanon dit, vous me parlez de quoi là ? D'Afrique, machin ? Non, frère. Attention. Je ne suis pas esclave de l'esclavage. Bon, le type, il est résolument moderne et il dit, moi... On est un peu comme Martin Luther King et Malcolm X. Il y a exactement. La lutte armée et la lutte plus pacifique, plus intelligente. Mais les deux, chacun de leur côté, ont cru régler le problème identitaire pour tout le monde. Je pense qu'ils l'ont réglé pour 90% des Martiniquais. Nous n'avons pas honte d'être noirs. Ok, nous n'avons plus honte d'être noirs. Ok, bon. Et puis il y a un certain nombre de gens, et je suis tout à fait d'accord, qui ont un problème identitaire, et ce problème identitaire ne sera pas réglé si on ne met pas tout sur la table. Ok, mais quand je dis tout sur la table, c'est pas seulement et uniquement le problème béquet. Or, la problématique générale, c'est de faire du problème béquet un problème central. Il faut poser le problème béquet, il faut poser le problème blanc, colonial, impérialiste, de collaboration interne avec le système. Il faut mettre tout ça à plat, ok ? Il y a plein de gens qui ont essayé de faire ça. Mais tu imagines bien, tu fais ça dans un pays où il y a 20 millions d'habitants, tu fais en sorte que ça bouge, quoi. Mais dans un pays de 400 000 habitants, quand tu commences à dire, bon, on va faire en sorte que tout le monde se sente bien. Le problème, c'est que, je pense souvent à cette image-là, c'est comme un filet, quoi, quand tu vas à la pêche. Ben, quand tu commences à tirer le filet, tu vois qu'il y a ta grand-mère dedans, qu'il y a ta cousine, qu'il y a ton oncle qui est marié avec... C'est-à-dire que tu as une espèce de mélange total, et Césaire a compris ça au bout d'un moment, il a dit, bon les mecs, on va arrêter de parler de ça, parce que ça remet en cause trop de choses. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut, malgré le fait que tout le monde est dedans, on va dire ça comme ça, c'est comme le type qui dit, les 16 de basse pointe, ouais, c'est des coulis qui ont découpé un béquet. Il dit ça. Vous entendez ça ? Et les Noirs disent, ah non, mais c'est nous qui avons... c'est Baïneg. C'est Baïneg. Ouais. Et les coulis disent, les Indiens disent, non, c'est nous qui découpé. Ils ont été capables tellement, ils ont été baissés bêtiers tellement que ils n'ont pas été capables de tuer, nous tuer. Quand on a fait l'enquête sur ça, et quand on écoute le film de Madame Mauduèche, on entend ça. Alors comment tu veux régler les problématiques dans un pays comme ça ? Donc tu as un mec qui débarque de la Lune, et puis qui débarque, et puis qui va régler les problèmes pour nous ? On est trop compliqué pour lui, ok ? Donc c'est nous qui allons régler nos problèmes à une condition, c'est que ça se fasse dans le calme, dans la paix, parce que ça va prendre des années. Ça va prendre des années, mais tu as raison, il faut reposer les problèmes doucement, calmement, il faut en parler. Mais la première chose à faire, c'est informer les gens, leur dire la vérité, leur dire ce qui s'est passé. Et c'est le boulot qu'on commence à faire nous en disant, on va leur dire, Fonsanti fait la même chose, on va leur dire ce qui s'est passé. Ils ont besoin de savoir la vérité. Après, l'interprétation, on fait ce qu'on veut. Mais pourquoi on cache
pourquoi on cache la vérité. Les gens qui pensent qu'en cachant la vérité, on va finir par faire en sorte que les gens n'y pensent plus, ils ont un vrai problème. Daniel, ensuite Nathalie, on passera à un autre sujet. Premièrement, sur l'Afrique, je voulais dire tout à l'heure que l'idée, la conception, la non-connaissance que nous avons de l'Afrique fait que nous faisons toujours référence à une Afrique mythique. Oui, c'est des fantasmes. C'est des fantasmes, ça n'existe pas, cette Afrique-là. Je ne développe pas davantage, mais ceci pour dire, je reviens au panafricanisme de ce gars-là. Bon. Je retiens de ce qu'a dit Nathalie, la recherche identitaire, le mal-être identitaire, etc. Je ne suis pas persuadé que ce soit plus fort chez les jeunes maintenant, que ça ne l'était chez les jeunes d'avant. Mais ils avaient, justement, mais c'est ça le problème, je me permets de t'interrompre pour te dire que justement, avant, ils avaient l'occasion d'exprimer. Il y avait des luttes, il y avait la décolonisation à cette époque-là, il y avait de l'idéologie qui n'a plus aujourd'hui. Oui et non. Moi, je me rappelle que quand j'étais étudiant, j'ai découvert la Martinique et la Caraïbe à Paris. Beaucoup d'étudiants. Tous ceux de mon époque, nous avons découvert ça parce que nous nous sommes penchés sur l'histoire, nous avons essayé de connaître, de comprendre, etc. Je rappelle toujours que dans les années 60, il n'y avait même pas France Antilles. Ouais, mais la radio... Il n'y avait pas de télévision. La radio, c'était 6 heures par jour. Il y avait Tropique, il y avait beaucoup de revues. Tropique, c'était quelques exemplaires dans une bercerie. Non, il y a un élément. Tu m'as Martin. Ouais. J'apporte de l'eau à ton moulin. Sur le fantasme, c'est... Oui. Moi, j'ai essayé d'analyser sur les réseaux sociaux ce que les gens disaient de ce que Martinique Première a diffusé sur les routes de l'esclavage. Et ce que les gens disaient, c'est qu'ils ne savaient pas. Oui. Ils disaient, mais... Par exemple, moi, j'ai vu une phrase extraordinaire, un type qui dit « Finalement, c'est pas nous seulement. » Alors, ils sont dans un forum et ils disent « Mais oui, c'est blanc, t'es esclave. » Ils disent nous que comme nous, c'est des nègres... C'est pour ça nous esclaves. C'est pour ça nous esclaves. Or, pendant plus de 1000 ans, donc nous, on a été esclaves, entre guillemets, pendant 400 ans, on va dire ça comme ça, enfin un peu moins, 300 ans. Ouais. Les Slaves ont été esclaves pendant 1000 ans. Les mecs se sont fait exploiter pendant plus de 1000 ans. Et donc, enfin, on peut dire aux gens, mais cette culpabilité que vous portez en vous, qui vous a été inculquée, on parle d'aliénation brutale, où vous faites le lien et l'égalité entre noirs et esclaves, ou entre esclaves et noirs, aujourd'hui, des gens qui sont des historiens, des gens qui sont des Antillais, des Africains, des Noirs américains, vous ont dit que c'est faux. C'est faux. L'esclavage, ce n'est pas une question de couleur. La preuve, les Blancs se sont fait mettre en esclavage pendant des centaines d'années, bien avant que le premier Noir puisse être esclave. Voilà, c'est le savoir. Alors, je voulais venir à ceci qui, pour moi, est central. La schizophrénie, car c'est de ça qu'il s'agit, la schizophrénie des Antillais en général, pour parler vite, des Martiniquais en particulier, a encore de grands et beaux jours devant elle. Autrement dit, le mal-être identitaire, ce n'est pas demain que ça va disparaître. Tout ce que dit est vrai, il faut de plus en plus de connaissances, de plus en plus de recherches. Il ne faut pas avoir peur d'affronter la réalité telle qu'elle a été, telle qu'elle est aujourd'hui, les rapports entre les gens. Je dis bien les gens, je ne dis pas les races. Les rapports entre les gens tels qu'ils sont, mais ce n'est pas demain, la veille, que tout cela va s'arranger. Une petite question, pardon. Oui. Tu as connu la Martinique et la Caraïbe en France. Tu avais quel âge? 17 ans. Et tu avais quel degré de connaissance? J'étais bachelier, j'étais étudiant à la Sorbonne. D'accord. Mais il y avait, en Martinique, il n'y avait rien. Oui, mais je suis d'accord, mais il faut aussi ramener ça aussi aujourd'hui. Alors, justement, il faut... Aujourd'hui, c'est pire. Mais le petit jeune, moi j'enseigne à des jeunes qui ont 17 ans. Je leur dis quel est votre premier contact avec l'information quand vous vous levez. LCI et C8. Et C8, ouais. Mais c'est news. Non, mais attends.
Moi, je voudrais illustrer ce que Daniel dit sur le temps qu'il faudra. Nous, on fait une étude en 2004 pour les médecins de Colson. Ce sont des Blancs, pour la plupart, et ils nous disent à l'époque, on a l'impression qu'on s'est trompé. Alors, je leur dis, mais ça repose sur quoi? Il me dit, je ne sais pas encore. Demandez à la population ce qu'elle sait de la folie. Les mecs, ils traitent des fous. D'accord. Et donc, je pose mes questions. Et la première question, c'est, est-ce que vous savez ce que c'est que la folie? Et les gens me disent, à 95% oui. Et je leur dis, selon vous, puisque moi je les interroge pour des médecins, selon vous, est-ce que la folie est une maladie? 65% des gens me disent non. Ah bon? Oui. 65% des Martiniquais en 2004, donc il n'y a pas si longtemps, me disent non. Ce n'est pas une maladie. Et donc, je fais une question ouverte après, je leur dis, mais c'est quoi? 70% des 65% des gens me disent, c'est un sort. D'accord. Ok? Donc, je reviens avec ce résultat. Je suis abasourdi, je reviens voir les médecins, je leur dis, et les mecs me disent, voilà, je savais qu'on s'était trompé. Et je dis, mais pourquoi vous êtes trompé? Monsieur, nous, quand on est formé dans nos universités sur Jung ou sur Freud, on nous dit, le malade que vous avez en face de vous, il faut le déculpabiliser. C'est comme ça qu'on commence un traitement. Ici, quand on va voir un malade, un Martiniquais, on essaie de le déculpabiliser. Mais qu'est-ce qu'il nous répond? Mais moi, ça, c'est pas faute main, hein. C'est faute en moun. Or, on a ça. C'est-à-dire que la folie, c'est pas une maladie. Dans l'imagerie populaire, vous l'entendez bien. Il fait mal. Donc, j'illustre ça. C'est pas le sujet, si tu veux. Mais notre problème identitaire, il est spécifique. C'est nous, c'est notre histoire. Ok? Donc, on ne peut pas venir d'ailleurs nous expliquer ce que nous sommes. On parle de connaissance. Pourquoi il a autant de résonance? Encore une fois, je pense que son truc du sucre, c'était pour faire le buzz. Et ça a marché. Ça a tellement bien marché que tout le monde en a parlé, que ça a fait des adeptes. Quand est-ce qu'on va reprendre du sucre alors? Qui t'en nous aller chercher le sucre? Non, mais il faut se faire ça. Tous les 15 jours, nous allons chercher le sucre. Non, mais en fait, on en a parlé dans les médias pendant 2-3 jours. Oui, voilà. Donc, il a réussi son coup. Il connaît la chose médiatique. Il sait comment le faire. Il doit être plié de rire. Il doit dire, j'ai réussi à faire. Alors, c'est un personnage qui est effectivement est très controversé et je crois qu'il a surfé sur cette vague-là et qu'il continue à surfer. Moi, je le mets un peu dans la même case que Dieudonné. Ce sont des gens qui surfent sur... Ils sont potes, il a soutenu Dieudonné. Mais pourquoi ils ont autant de résonance dans un certain public? C'est ce même public-là qui est révolté parce que, rappelez-vous, au départ, Dieudonné, pourquoi on l'a un peu stigmatisé, écarté et discriminé, et tout ce que vous voulez. C'était une blague sur le sionisme, etc. Donc, je crois qu'il y a cette injustice aussi très profonde que les gens ressentent. Ce malaise qui est chez nous, mais ce malaise qui est aussi chez les jeunes immigrés. Et ils jouent sur ça, et ils ont raison, parce que c'est un problème que les élites ne veulent pas résoudre. Ils se refusent à résoudre ces questions-là, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont perdants. Lorsque les gens savent qui ils sont et où ils vont, ne serait-ce que dans les médias, ne serait-ce que pour leur réussite personnelle, ne serait-ce que pour leur réussite dans la société, la place qu'ils vont prendre désormais dans la société. Donc il y a cette résistance des élites à la montée identitaire des gens et leur connaissance de leur identité, de leur épanouissement identitaire qui fait que ça donne du crédit à ces gens-là qui, eux, ont beau jeu de surfer sur ça. Tu parlais du franc CFA. Oui. C'est d'une profonde injustice, le franc CFA. Alors, c'est quoi exactement? Et donc, les gens quand on entend ça, on se dit, oui, c'est pas possible, il faut le brûler. Et je vais laisser Eddie expliquer parce que je n'ai pas vraiment les talents, mais je sais que le franc est adossé au franc français. Enfin, oui, c'est ça. Aujourd'hui, il a toujours été une partie en France. Enfin, donc, juste avant d'expliquer, tu as raison. Il y a une injustice dans la façon dont les Noirs, les Asiatiques et tous ceux qui ne sont pas blancs sont traités en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Bon, ça c'est clair. Maintenant, le combat, c'est nous qui devons le mener, chacun de nous, pour faire en sorte que l'ostracisme dont nous sommes victimes, le racisme dont nous sommes victimes, les inégalités, c'est un combat comment dirais-je,
de chaque jour, ok? Mais nous ne devons pas nous laisser manipuler, ok? Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui jouent avec l'extrême droite... C'est ça le danger. Oui, qui jouent avec l'extrême droite, parce que l'extrême droite est toute contente de ça, viennent nous donner des leçons. Donc, on nous finit avec ça. Ok. Le franc CFA, le meilleur moyen de tenir un pays, c'est de contrôler sa monnaie. C'est tout. Puisque, alors, à l'inverse, aujourd'hui, la France est faible, l'Italie est faible, l'Espagne est faible parce qu'elles n'ont plus de monnaie. Voilà. Donc, celui qui tient la monnaie, c'est tout le monde tient l'euro, mais tu ne peux plus faire tourner la planche à billets. Bon, donc, la France a trouvé un moyen extrêmement efficace de garder son empire colonial ouest-africain en disant au président de l'époque, bon les mecs, on va faire une monnaie commune, mais qui va être liée au franc français de l'époque. Qui va être adossé au franc. Voilà, c'est comme des pays. Par exemple, en Équateur, il y a des gens qui disent, ouais, je vais en Équateur, on lui dit, mais bon, tu n'as pas besoin de changer. Comment je n'ai pas besoin de changer? Mais non, tu prends le dollar. Le dollar, c'est la monnaie de l'Équateur. Voilà. Donc l'Équateur ne peut plus rien faire si les États-Unis décident d'avoir une politique qui augmente le taux du dollar ou qui le baisse. Donc ils sont point et pied liés. Ben, l'Afrique, c'est la même chose. Et ceux qui veulent casser le lien entre la France-Afrique, le lien colonial entre la France et les pays africains, ont évidemment comme ennemi le franc CFA. Parce que le franc CFA, c'est le meilleur moyen pour la France de contrôler ses économies. Parce qu'il paraît qu'il y a une partie du franc CFA qui ne va pas en France. Non, il y a une garantie qui est, comment dirais-je, une garantie financière qui est matérialisée par le dépôt à la Banque de France, voilà. de sommes qui garantissent la stabilité du franc CFA. C'est ça aussi. C'est un peu comme... c'est un système néocolonial, enfin colonial au départ, néocolonial, qui garantit, on va dire, une espèce de domination économique. Voilà, parce que toutes ces injustices-là qui nourrissent les extrémistes. Mais dans le même temps, la France et les pays africains concernés disent tous les deux, chacun à sa façon bien sûr, que cette création, cette survivance, non, cette persistance du franc CFA permet une certaine stabilité. Oui, c'est clair. C'est l'avantage de la monnaie unique. Voilà. Et tu passes d'un pays à l'autre, tu as la même monnaie. C'est ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Voilà. C'est clair que quand tu as une monnaie unique, déjà tu échappes à ce qu'on appelle les effets de change. Voilà. Le serpent monétaire. Aujourd'hui, ce qui se passe au Venezuela, si tu achètes un saucisson au Venezuela, tu viens avec 4 mallettes de bolivars. De bolivars, ouais. Parce que l'inflation, c'est des dizaines de milliers de pourcents. C'est-à-dire que un bolivar, à 8h du matin, il te permet d'acheter un saucisson. À 8h le soir, tu achètes un bout de saucisson avec une tranche. Il te faut 10 bolivars. Une rondelle de saucisson à 8h. Mais tout ça, tu l'as bien dit. Hein. Ça alimente la France-Afrique, les réseaux, la domination coloniale en Afrique, et ça alimente aussi donc, les extrémismes. Dans le même genre, c'est ce qu'il voulait faire aussi Kadhafi. Mohamed Kadhafi, c'était un panafricaniste et sa grande idée, sa grande ambition, c'était la réunification de l'Afrique avec une monnaie spécifique à tous ces pays. C'est peut-être pour ça qu'il a mal fini. Donc, parce que tous ceux qui... un petit peu quand même, hein, qui l'ont dégommé. Bien. Alors, on va passer à autre chose parce qu'on a quand même parlé... Alors, justement, oui, il a financé, il voulait... Il voulait balancer. Alors, vous avez entendu le message, je pense, comme tous les téléspectateurs martiniquais. Hein? Marie-Jeanne qui dit faudrait dire ça. Non, je dire ça. Et si pas tant de ça, il faudrait les autres aller dire ça, en parlant de Yann Monplaisir. On doit lui dire quoi exactement? Que c'est mort, que c'est fini? C'est définitivement fini. Le contrat est complètement rompu et je ne peux pas battre à bon, monsieur, il faut que je batte à bon. Donc, il parlait de quoi? De stop sur la route? Moi, la question que je me pose aujourd'hui, en toutes ces affaires politiques avec le mime, avec Nilo, Marie-Jeanne
Yann Monplaisir, Marie-Jeanne, Karine Mousseau et le comité Marie-Jeanne, est-ce que cette majorité ne va pas exploser? Est-ce que finalement, et si jamais elle explose, qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait qu'on explique ça aux téléspectateurs. Je pense que tu n'as pas bien compté. Tu n'as pas bien compté. Non, tu n'as pas bien compté. Oui. Aujourd'hui, le MIM... Baisse un peu le micro, légèrement, s'il te plaît. Aujourd'hui, le MIM a la majorité à l'Assemblée. Hein, oui. Sans Nilon. Non. Sans mon plaisir. Sans mon plaisir. Oui. Sans mon plaisir. Oui. Donc, oui, mais il n'en a pas besoin. Non, mais attends, mais ils sont combien les niloïstes? Oui, mais attends. Est-ce que tu penses sérieusement qu'un niloriste aujourd'hui va voter à l'Assemblée pour renverser Alfred Marie-Jeanne? Mais vu l'état des relations, ça peut être possible. Non, mais il va se renverser lui-même. Ils vont attendre les prochaines élections tranquillement. Ouais. Non, Alfred Marie-Jeanne, c'est exactement ce qu'il fait. Là, quand il dit « m'en pas besoin », il le dit, m'en pas besoin, monsieur. Ben oui, c'est vrai. Mais depuis le début, il n'en a pas besoin. Hein. Le lendemain, Yann Monplaisir s'est fait couillonner le soir de l'élection. Puisque je lui avais posé la question. J'ai dit, mais monsieur Monplaisir, vous pesez environ 30%. Quand on additionne, vous pesez 30%. Est-ce que vous avez veillé à ce que 30% des membres de la liste soient sous votre bannière? Soit issus de vos... Il m'a dit non, ça n'a pas d'importance. Et pendant que je lui pose la question, il y a Daniel Marissette à côté qui est mort de rire et qui dit, donc Yann finit, et Daniel lui dit, non mais il compense en nombre de conseillers exécutifs. Et oui, il a 30% des conseillers exécutifs. Donc on lui a échangé, on lui a échangé 30% de conseillers exécutifs contre 30% de conseillers territoriaux. Parce que s'il avait eu 30% de conseillers territoriaux, Alfred Marie-Jeanne n'aurait pas eu la majorité à lui tout seul. Voilà. Donc, Alfred est très intelligent. Donc, il couillonnait mon plaisir. Aujourd'hui, il a dit, bon, au revoir. Voilà. Moi, pas besoin encore. Alors, quelle sera l'attitude de Yann Monplaisir? Parce que c'est lui qui va présider la prochaine plénière, puisque c'était déjà prévu de longue date, le 5 et le 6. Il est vice-président de l'Assemblée. Bon, oui, bien sûr. C'est normal. Premier vice-président. Quelle sera son attitude comme ça quand on se fait éjecter aussi brutalement par le peut-être qu'il va faire comme la dernière fois, comme si de rien n'était. Hein. J'en ai l'impression. Parce que la dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Il avait vertement critiqué, il y avait eu des tensions, et puis on les a vus finalement, pas plus que ça. Hein. Donc voilà, donc on a l'impression que voilà, c'est un jeu. Aujourd'hui, c'est un jeu en fait, de dupes. Aucun pan de ce que j'ai toujours appelé alliance contre nature. Le Grand Assemblée va payer en chance. Ça, on a dit ça depuis 2015. Hein. J'attends qu'on me démente. Aucun des pans de cette alliance contre nature ne veut être jugé responsable du entre guillemets chaos qui s'ensuivrait d'un éclatement. Donc ils vont continuer, vaille que vaille, à gouverner ensemble. Mais il y en a encore pour 3 ans. Mais aucun des pans dont tu parles n'a intérêt à l'éclatement. Mais bien sûr. Parce que si on fait un peu de politique fiction, s'il y a un éclatement, ça veut dire qu'il y a, par exemple... de nouvelles élections. Non, pas jusqu'au... Motion de censure. Motion de censure, ça veut dire que les 3/5e, enfin bon, bref, la majorité de l'Assemblée vote pour renverser le... Plus les parlementaires, hein. Bon, ils ne sont pas énormes. Oui, mais ça ne varie pas beaucoup sur le nombre. Je ne suis pas sûr que les parlementaires soient... Bon. Pour ça, oui. Donc, vote pour renverser le Conseil exécutif. Le Conseil exécutif, s'il est renversé, les 9 personnes qui sont là vont chez elles. Pardon. OK. Bon, très bien. Et il y a une nouvelle liste qui est proposée et là, il faut une majorité pour qu'elle soit élue. D'accord ? On va prendre dans l'Assemblée. Voilà, bon. Mais on met qui alors ? Parce que c'est des composantes qui, de toute façon, les fameuses composantes en question, n'ont pas la majorité. Donc, elles sont obligées de reformer une alliance. Peut-être pas la même. C'est pas la même, mais bon, c'est à nouveau une alliance. Bon, imaginons le contraire. Alfred Marie-Jeanne dit, bon,
je vais prendre son expression préférée, Zot Café Méché, m'a regardé démissionner. Si le président démissionne, c'est reparti pour des élections, non pas générales, mais des élections au sein de l'Assemblée pour remplacer Alfred Marie-Jeanne. Donc, l'hypothèse... Alfred Marie-Jeanne, pour remplacer les 9. Oui, les 9. Alfred Marie-Jeanne et son équipe de conseil exécutif. Oui. Donc, la seule hypothèse qu'on ait pour l'instant, c'est une hypothèse de remplacement. Quelle que soit la solution, c'est l'hypothèse du remplacement du conseil exécutif actuel. Il n'y a pas de cas particulier, sauf si tout le monde démissionne. Pas tout le monde. Un nombre important. Mais si on additionne EPMM, Lenny Lewis et les gens de droite... EPMM n'a aucun intérêt à ce que l'histoire éclate. Ils ont intérêt à ce que ça continue comme ça. Mais là, on parle d'obliger, si tout le monde démissionne à un certain niveau, on est obligé de refaire des élections générales. Oui, moi je trouve ça. Et aujourd'hui, s'il y a une élection générale... Qui sait? Ouais. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais moi je pense qu'il y a peu de chance pour ce scénario-là. Je crois qu'ils vont continuer tant bien que mal parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, ce sont véritablement les prochaines élections. D'abord les municipales, qui va être un test, qui va être le positionnement des uns et des autres. Et puis, ils attendent véritablement les prochaines élections de la CPM. L'exercice du pouvoir, c'est un truc. C'est une doucine, hein. Je crois que les mecs vont lâcher toutes les petites doucines qu'ils ont là, même s'ils ne s'entendent pas. Ils s'en foutent. Il y aura douciner. Ils continuent de douciner. C'est ça qui est en jeu. Et puis douciner et puis se positionner. Parce que lorsque Yann Monplaisir fait ça, lorsqu'il a commencé à critiquer la gestion, et il le fait à dessein. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Ils sont dans une alliance de gestion, et tout d'un coup, vous venez, vous critiquez la gestion, etc. Donc, il sait très bien que pour se positionner pour les prochaines élections, il faut quand même prendre de la distance avec la politique qui est menée. C'est extrêmement malin aussi. Ils se disent, bon, c'est pas moi pas fait rien, moi pas peut-être fait rien, donc vous autres, moi t'es là, mais moi pas c'est les choses, ben là, mon moto créneau. Donc, ce sont des stratégies aujourd'hui qui sont mises en place, et tout le monde place ses jeux. Et ce qui est dommageable, c'est qu'on n'est que dans ça, on n'est que dans la politique. Oui, c'est au détriment de la population, du travail. Il n'y a toujours pas de TCSP, il n'y a toujours pas un certain nombre de choses. Absolument. Donc, et c'est dans l'une des réunions que Yann fait régulièrement à l'ancien Conseil général que Bernard Ayotte avait dit que la Martinique était mal gérée. Insuffisamment bien gérée. On prend même des sacs de sucre dans les magasins, donc attends. Non, mais il était à Paris avec de Lucie, je ne sais même pas. Le pays fout le corps. Il sait très bien ce qui s'est passé. Je crois qu'ils ne sont pas très à l'aise avec ça quand même. Hein. Bien, donc finalement, c'est pas... Ça va faire, comme dit Chirac, ça va faire pchit. Voilà, c'est rien quoi. Ça va faire chaque fois je vous dis ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ce genre de truc est déjà arrivé. Le passé nous enseigne que l'histoire politique de la Martinique, c'est ça. C'est les alliances, c'est les ruptures d'alliances. Mais rappelez-vous que Alfred Marie-Jeanne et Aimé Césaire ont signé un texte commun. La parole au peuple. En 1971. Et Aimé Césaire. Ok. Donc quand tu vas dire ça aux jeunes, ils vont dire, mais non, ils disent, arrête ces conneries. C'est pas possible. Mais oui. Et rappelez-vous que plusieurs maires de communes qui étaient des maires revendiqués à droite, à fond, Auguste Joyaux, maire du Prêcheur, il était proche de Césaire. Émile Maurice était à gauche. Renard. Il était parmi les fondateurs du Parti progressiste. Michel Renard était communiste. Il vendait justice. Ok. Et donc tout est possible. Alfred Marie-Jeanne a bien déchiré le rapport Lista-Maillard. Alors, attendez, je voulais revenir sur 1971. Eddie a dit que Césaire et Marie-Jeanne ont signé un truc. C'est vrai, puisque c'est la parole au peuple qui a permis à Marie-Jeanne de remporter les élections municipales à Rivière-Pilote. Comme Georges Elisabeth à Rivière-Salée, Maurice Louis-Joseph Douga à Ducos
Et j'en oublie encore quelques-uns. Probablement. J'ai participé à toutes ces campagnes électorales. Mais ce que je veux dire, c'est que dès l'année d'après, 1972, je suis allé interviewer Césaire, pas du tout sur ça. C'est tout à fait autre chose. Et puis à la fin de l'entretien, je lui dis, Monsieur le maire, c'est toujours comme ça que je l'ai appelé. Monsieur le maire, parlez-moi de votre ami, Monsieur Marie-Jeanne. Il a eu un petit sourire, il m'a dit, mon cher ami, nous avons fait une connerie, nous l'assumons. On finit et puis terminé. Et quelqu'un comme Maître Valère, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, me disait qu'il était à fond pour Césaire jusqu'en 71. Et quand Césaire a signé La parole au peuple, il a rompu avec le césarisme et il a basculé de l'autre côté. C'est vrai. Et il faut à la lumière de l'histoire politique de la Martinique, il faut lire les événements d'aujourd'hui. Pour une raison simple, c'est que une partie de ceux qui ont les rênes du pouvoir aujourd'hui étaient déjà là en 1971. Tout à fait. Ça fait vrai, donc. C'est tellement vrai que ce sont les mêmes politiques qui se continuent. Ça fait 47 ans. Les mêmes stratégies et les mêmes. Était là dans 86-88. Yann Monplaisir a planté la candidature de Michel Renard. OK ? Il a planté la candidature de Pierrot Petit. Miguel Laventure, le jeune Miguel Laventure, plante la candidature au régional de Pierrot Petit. Attaque Pierrot Petit, entre guillemets, en se présentant contre lui aux élections législatives dans le Nord Caraïbe, etc., etc. Donc, lisez doucement et calmement l'histoire et vous comprendrez ce qui se passe aujourd'hui. Et Anicet Tuiné a peut-être empêché la victoire de Yann Monplaisir. Tout à fait. Il n'a pas peut-être, il a volontairement fait que Yann Monplaisir. Quand on regarde actuellement, il y a eu le gros clash entre Lise et Marie-Jeanne. Pourtant, Lise préside tranquillement, comme si de rien n'était, et tout va bien, Madame la Marquise. Hein. Donc, tranquillement, je ne sais pas, mais bon, il préside. Il préside et il passe la parole. Les choses se font. Alors, je comprends que le président Marie-Jeanne est très à l'aise parce que j'ai vu une photo de lui, il est à Roland-Garros. Avec son Panama, tout ça. Je me dis, voilà un président tranquille. Attention, le Panama est quasiment obligatoire quand on est dans les tribunes officielles. Hein. Exact. Ah ouais. Exact. Le port du Panama est obligatoire. C'est une marque de Roland Garros. J'ai vu Sumbo aussi. Tout le public avait le même Panama. Oui, tous les VIP. Tous les VIP. Donc, le slogan pourrait être pour Alfred Marie-Jeanne, la force tranquille de Mitterrand à l'époque, en fait. Encore 3 ans, c'est ça? Encore 3 ans comme ça. Encore 3 ans comme ça, bien. Tranquille, je pense que là, c'est pas trop adapté, hein, plutôt la force agitée. La force remuante. Alors, on va faire un petit tour en France, hein. Cette histoire de c'est pas Mamadou, c'est Mamoudou et le bébé. Mamoudou Gassama. Alors, j'ai été très surpris d'entendre des journalistes sur CNews qui discutaient hier ou avant-hier matin. C'est pas comme tous les jeunes, tu te lèves et tu mets CNews le matin. Non, mais je regarde toutes les chaînes de toute façon. Mais j'entends le gars dire, oui, mais c'est un montage. Comment vous pouvez imaginer qu'un enfant puisse sortir de tel étage, s'accrocher, ceci, cela. Il y a la théorie du complot. Ça, c'est la théorie du complot. C'est classique. Je me dis quand même, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, je vois sur les réseaux sociaux, on te montre quelques gars perchés sur des fenêtres, les yeux levés. Ce sont des sans-papiers qui cherchent des bébés suspendus pour les sauver et avoir la nationalité. Voilà. Et puis, il y en a un autre qu'on a montré, celui-là, c'était un blanc, accroché à une fenêtre, qui dit « J'attends BFM TV, je veux être pompier ». Ah là là, mais qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire-là? Bon, la théorie du complot, on peut laisser ça de côté. Enfin, je ne sais pas, hein, moi je dis que c'est un peu exagéré. Oui. Mais Mamadou, qui traverse tout ce qu'il a traversé, qui sauve un gamin, qui se retrouve naturalisé, qui se retrouve pompier civique. C'est une belle histoire. Hein. Moi, je trouve que c'est une belle histoire pour lui.
Franchement, c'est bien. Et puis moi, j'ai été épatée. Chaque fois que je vois la vidéo, franchement, ça m'émeut de voir ce jeune homme qui a traversé tout ça. On sent qu'il est sportif. Et je trouve qu'il mérite ce qui lui arrive. Moi, j'ai entendu une très bonne analyse sur France 24 d'un journaliste africain, un jeune d'ailleurs, qui faisait cette très bonne analyse en disant oui, c'est vrai que Mamoudou, M. Gassama, en tous les cas, il l'appelait M. Gassama, mérite ce qui lui arrive. Et le fait qu'il ait été reçu par Macron, qu'on l'ait naturalisé, qu'il va devenir pompier, ça c'est la belle histoire. Et ça c'est encore une fois l'extrême communication de cette présidence. Il est dans la communication. Ça c'était le geste à faire à la Obama. Et il expliquait que c'est très américain ça. Alors, les Américains ils adorent ces histoires-là. Et le héros qui sauve l'Amérique, qui sauve l'enfant, et on le naturalise, etc. Mais derrière c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que la politique de Macron, elle est claire. Elle a dit, bon, lui, il le mérite, il a sauvé un enfant, il a fait, mais vous, tous les autres migrants, surtout n'y comptez pas. Les naturalisations, elles vont se faire désormais, mais vraiment au compte-gouttes. Il a augmenté le nombre de jours de rétention en camp de 60 à 90. De 60 à 90, et même pour les mineurs, ça a été augmenté. Ça veut dire que vous avez des jeunes mineurs qui restent dans les camps plus de 90 jours. C'est absolument, mais inhumain. Il a une politique d'immigration qui est devenue la plus sévère. Même Sarkozy n'avait pas été aussi loin. Donc, non, parce que Sarkozy est d'origine étrangère. C'est vrai. Peut-être, mais il a quand même durci la politique d'immigration. Et Macron, c'est celui qui a le plus durci la politique d'immigration. Donc c'est très bien qu'il nous enfume avec Mamoudou, mais je veux dire, il ne faut pas se laisser avoir quand même. Et si j'ai vraiment je suis très contente pour ce jeune homme, il faut pas se laisser avoir par la politique d'immigration aujourd'hui qui est menée par Macron. Dès le déroulement, comment dirais-je, dès la fin de cet épisode héroïque de Mamoudou, je crois avoir lu ou entendu quelque part, avant même que Macron ne le reçoive à l'Élysée et que Gérard Collomb ne le félicite, j'ai entendu ou j'ai lu, est-ce qu'avec tout ça, on va avoir le cœur ou un autre mot, le courage de le mettre en centre de rétention, puisque c'est un sans-papier. Autrement dit, à supposer que ça ait été fait, l'opinion publique française se serait retournée contre ce fait-là. Non, mais il est naturalisé, là. Non, il n'était pas naturalisé à ce moment-là. À l'époque, oui. Il n'était pas naturalisé. Parce que cette naturalisation est tellement rapide qu'il y a même des gens qui n'y croient pas. Oui, dit. Moi, j'avais une réflexion sur le rôle extraordinaire du téléphone portable et du média. Parce qu'en fait, raisonnons par l'absurde, imaginons que la scène se déroule et il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de caméra. C'est ça. Le mec il après... est toujours dans son deux pièces, avec les 40 personnes qui s'entassent. J'ai sauvé. Ah bon? Arrêtez, tu vois, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on a changé de monde. On est dans le monde du réel, et pour nous qui sommes dans le monde des médias, ça pose plein de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est le degré de crédibilité que l'on a si on n'apporte pas la preuve par l'image? Alors qu'en 1900, tu es en 1900 et tu reviens d'une expédition en Amazonie. Et tu dis, j'ai rencontré des peuples, au pas ni pièce photo, pas ni pièce rien, quoi. Et les mecs te donnent de l'argent pour retourner faire l'expédition. Christophe Colomb, il l'a ramené, quoi. Enfin, j'espère qu'il a ramené un Indien, enfin, je sais pas, pour prouver à la nana qu'il avait envoyé là-bas qu'il a découvert des terres. C'est-à-dire que notre rapport aujourd'hui est inverse, quoi. Et donc, on vit dans une époque où les choses existent, les faits sont là, mais si on n'a pas une photo, une vidéo, notre parole n'existe plus, en fait. Et elle n'a plus de valeur. Oh. Et ce qui est dingue, allons essayer de remonter la chaîne de l'info. Et donc, quand tu écris un article et que tu ne mets pas de photo, ton article ne vaut rien du tout. C'est ça qui est terrible. Donc, la presse de haut niveau, la presse qualitative,
où on te dit on va approfondir, on va te donner des faits, des choses comme ça, ne pèse rien du tout par rapport à ça. Vous vous rendez compte? Le type, sa vie change parce qu'il y a un mec qui a eu la présence d'esprit et puis portable là, t'es chargé, parce que imaginez qu'il était déchargé. Il était juste fermé. Il déchargeait au premier étage. Clic. Ouais. Ben, merde. Or, nous sommes aussi à une époque où la perversion de l'image existe. Oui. Le trafic de l'image existe. Mais ça va au-delà, le trafic de la réalité. Le trafic de la réalité. Le contrepoint le plus parfait, nous, on s'élève contre cette fameuse théorie du complot qui revient systématiquement. Il n'y a pas d'avions qui sont entrés dans les tours. Dans les tours. Bon, qui ça qui est entré là-dedans, les frères? Ouais. Oui, d'accord, c'est 2 avions qui sont entrés dedans. C'est pas des missiles, mais c'est des avions que le gouvernement américain envoyait volontairement. Bon, ok, les mecs, au revoir. Mais là, le gouvernement ukrainien a bien tué un journaliste russe. Tout le monde a pleuré, sa femme a pleuré, sa famille était désolée. On a eu des articles dès le lendemain. Oui, et puis le gars c'est un voyou. Et le lendemain, conférence de presse, notre café Bogavini, et puis notre expliquez-nous que le fait que Zot dit qu'il est mort empêchait que il tué. Que il tué, oui, c'est ça. Mais c'est là qu'il est venu vous tuer encore plus, puisqu'il est vivant. Bon, voilà. Manipulation, ça s'appelle. Et encore par l'image. Et encore par l'image, parce qu'on a vu le type à la télé. S'il passe pas à la télé, on va dire, imaginons qu'on dise, ouais, il est vivant. On va dire, bon, non. Ouais, comme on dit que Michael Jackson est vivant. Etc. Comme on le voit pas. On le voit pas, tout le monde dit ça. Non, mais cette semaine a été riche en matière de réflexion sur la valeur de l'information. Et je pense que les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils fassent très attention à ça. Plus en plus, qu'ils prennent du recul par rapport à tout ça. La valeur de l'information et du témoignage. Oui, et c'est surtout chez les jeunes, je trouve qu'il y a une vraie formation à avoir sur le regard critique sur les médias. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, bon, on est dans un monde en mutation, les nouvelles technologies, etc., les réseaux sociaux. Et moi aussi, quand je les interroge, 90% des jeunes prennent leurs informations sur les réseaux sociaux d'abord, plutôt que sur la télé. Après, il y a une bonne nouvelle, c'est que, d'après ce qu'ils me disent, beaucoup vont vérifier quand même. Il commence à y avoir, voilà... Non, parce qu'ils se font avoir. Oui. Ils se font avoir eux-mêmes. C'est-à-dire que le type, il prend pour vrai une information bidon, donc il va jusqu'au bout. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, que je travaille beaucoup dessus, c'est que ça touche notamment le domaine de l'affect, des émotions. Et donc aujourd'hui, ils se font draguer par des gens qui n'existent pas. Tu vois, c'est-à-dire comme la drague, c'est sur Twitter ou sur Facebook, etc. Tu as des types qui construisent une identité, qui ne sont pas du tout ce qu'ils disent être et qui arrivent à faire pleurer des jeunes femmes, à les faire venir au restaurant, à les faire payer à l'individu des trucs sur Internet, et le type ne se révélera jamais. Les verses aussi. Oui, les verses existent. Mais tu imagines le monde dans lequel on est. Et donc, comme les gosses se font avoir... moi je suis bien passé parce que j'ai un fils et il me raconte ce genre de truc. Je lui dis, mais donc on est dans une relation qui est une relation de perversité absolue. Parce que tant que tu écrivais une lettre à ta doudou, en lui mentant, en lui disant que tu es riche, etc., bon, elle te disait, ouais mais bon chéri, viens que je vois si tu es vraiment riche. Mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'il travaille, entre guillemets, mais tu te fais avoir. Donc effectivement, la brutalité de la déception, parce que cette brutalité est partagée, c'est pas yan to yan, c'est toute ma communauté qui sait que j'ai un doudou. Mais tu imagines le choc. Toute la communauté se fout de ta gueule après quand tu as été victime de... Et c'est pour ça qu'il y a autant de suicides chez les jeunes liés au harcèlement et aux déceptions et à la manipulation. C'est terrible cette société. Je veux taquiner un petit peu Nathalie. Je trouve qu'elle fait beaucoup de jeunisme ce soir. Non, mais elle est jeune. Mais c'est pour ça qu'elle fait du jeunisme. Je suis plus jeune, moi. Non, mais par rapport à nous, Nathalie, tu es jeune. Attends, laisse-moi finir. Juste un petit truc. Sur les gens qui s'informent, d'abord, voire quasi exclusivement sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les jeunes.
Je connais des gens. Attends. Oui, je connais des gens de mon âge ou à peine moins que moi qui rapportent comme fait établi. Sûr et certain. Vérifié. J'ai vu sur les réseaux sociaux que. Ouais. D'ailleurs, regarde. Et puis, il n'en démorde pas. S'il ne transforme pas en disant mentez là. Bon, ouais, ça. Oui, mais mon image là. On finit ça là. Mais moi, je suis partisan de ceux qui disent qu'il faut absolument aujourd'hui instaurer dans les établissements, enfin dans le cursus scolaire, une matière qui s'appelle regard critique sur les médias. C'est nécessaire à leur apprendre comment utiliser les médias, comment ça marche et leur donner ce recul vis-à-vis des médias parce que ça peut être terrible. Hein. Pour une raison simple, parce qu'ils sont devenus émetteurs. Ce sont des médias. Ce sont des médias eux-mêmes. C'est surtout pour ça qu'il faut le faire. C'est-à-dire que tu imagines que quelqu'un, tout seul, dans sa chambre, peut foutre le monde à feu et à sang en balançant un truc. Quoi. Tout à fait. C'est ça, juste une info. Parce que le problème, c'est qu'on est sur une arborescence. Je veux dire, tu parles de 1 qui va à 10 qui vont à 100, 100 qui vont à 1000, et puis c'est parti. C'est parti, comme ça. Tandis que Martinique Première ou ATV, c'est ceux qui ont regardé. 40 000. 43 000. C'est ceux qui ont regardé, et puis ça s'arrête là. Mais qui est-ce qui va savoir ce que Martinique Première a dit ou fait à 19h en Chine? Nobody. Tandis que toi, là, comme on est lié au monde par ces réseaux sociaux, en quelques secondes, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Twitter, mais vous tweetez et vous regardez le compteur qui s'affole en nombre de retweets, on est sur de l'arborescence. Hein. Ça fait 9, 80, 140, 2000, quoi. En quelques secondes. Ouais. Quel média a ça? Mais moi, il m'est arrivé quelque chose hier, c'est-à-dire que je montre à une collègue une pub que je ne veux pas encore mettre à l'antenne parce que j'attends avant de commencer à diffuser. Je lui montre ça et le soir, elle diffuse ça chez elle. Elle diffuse ça part à Paris et ce matin, je suis réveillé à 6h du matin parce que c'est quelque chose qui concerne la Guyane. Je suis réveillé à 6h du matin par la Guyane et toute la journée, ça n'a pas arrêté. La Guyane qui m'appelle parce que le truc a déjà pris une proportion incroyable à partir d'une personne qui a fait partir un message. Ça, je l'ai vécu en plein aujourd'hui. Hein. Je me dis, mais c'est pas possible. Et je me dis, mais finalement, les réseaux sociaux c'est énorme. Ça supplante les médias. Ça supplante les médias. C'est le meilleur comme le pire. Ouais. Ça peut être bien. J'aurais diffusé la pub sur Zouk TV, j'aurais jamais atteint autant de personnes. C'est incroyable, ça. C'est ça. Je reviens d'un petit truc. Je taquine Nathalie encore. Tu passes la soirée. Je passe la soirée. Non, c'était pour te donner raison quand tu dis que dans le cursus scolaire, il devrait y avoir un enseignement, disons, une matière sur les médias, l'information, etc. Du temps où j'enseignais, ça commence à remonter, et je le faisais. Parce que tout en étant enseignant, j'étais toujours journaliste amateur. Et donc, je travaillais ça avec mes élèves, etc. Je me suis fait taper sur les doigts par les parents d'élèves et les associations de parents, comme quoi je faisais de la politique. Ouais. Alors que j'essayais d'éveiller l'esprit critique de mes élèves. Mais qu'est-ce que tu avais comme média? L'humanité? Non, pas seulement. Même pas le progressiste. Mais il y a beaucoup de gens, il y avait eu cette enquête, alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais qui disait que plus de 60% des gens croient aux théories du complot. Hein. Alors le plus cru, enfin, ce qui a le plus de succès, c'est On n'a jamais marché sous la Lune. Ouais. Ça marche bien. Michael Jackson est vivant, ça aussi ça marche bien. Les tours aussi, beaucoup de gens y croient. Hein. Et c'est fou, quoi. Hein. C'est fou. L'avion de la Malaisie. Et vous pouvez demain inventer n'importe quoi et avoir 300 000 followers. Et on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que dans une société qui a peut-être un malaise identitaire, qui a peut-être besoin des jeunes qui sont en demande, quoi, qui sont en mal-être, qui sont révoltés, et ben voilà, il suffit que vous
vous imaginez quelqu'un, et on a de la chance que, bon, alors Kémy Séba, bon, voilà, il est peut-être pas très, comment dirais-je, plutôt inoffensif, on va dire ça comme ça. Mais vous avez n'importe qui demain qui décide, voilà, on va monter ça, on va faire une théorie du complot en disant que, je sais pas moi, n'importe quoi. Donc ça peut être très dangereux. D'où le nécessaire. C'est pour ça qu'on en a déjà parlé ici. On attire l'attention des hommes politiques sur le vide sidéral dans lequel ils sont en train de gouverner. Et l'hypothèse tout à fait envisageable que quelqu'un de complètement malade se présente aux élections et gagne. Parce que le quelqu'un en question, ça peut être quelqu'un de très très bien aussi, hein, mais bon, quelqu'un en dehors du jeu classique des partis, cette personne-là ne va pas utiliser les médias à la papa. Hein. C'est passer aux 19h, venir sur Zouk TV parler pendant 1h30, etc. C'est pas ça qu'il va utiliser. D'une part parce que ces médias-là, ce sont de vrais médias qui filtrent, parce que vous êtes face à moi et je vous chope et on dit la vérité, mais des médias qui sont juste des transmetteurs d'informations pour le moins bidon, et là, il n'est pas possible de les arrêter. Parce que si ce futur candidat invente une histoire sur chacun des candidats qui sont face à lui, sans que ces boucs allaient dire que ça n'est pas vrai, ben là, j'ai parti, hein. Mais on a encore regardé ce qui s'est passé avec Fillon. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ou bien, rappelez-vous cette scène assez extraordinaire où il y a une caméra qui filme dans un restaurant chinois, Ralph Monplaisir, le maire du Marigot, Joseph, le maire de Sainte-Marie, Bruno Nestorazzo, et puis Nilor. Vous imaginez ce qu'on peut faire à partir de ça? C'est extraordinaire. Et juste un portable, quoi. Le portable est là, et le mec, il avait l'info, il filme ça, et il balance ça sur les réseaux sociaux. Et c'est pas les médias classiques qui ont annoncé l'information. Ce sont les réseaux sociaux qui ont dit, il y a un petit complot qu'a fait. Voilà, il balance ça avec son commentaire. Oui, il y a un complot. Et le type te montre une image qui est vraie. Oui, l'image est vraie. Le commentaire, bon. Ouais. Imagine derrière ce que ça peut faire. Mais quand vous regardez bien dans beaucoup de reportages, aujourd'hui, les médias classiques partent des réseaux sociaux. Hein, pour ils mettent les deux bandes de chaque côté. Maintenant, ça doit représenter presque 30%. Il y a même pire. Il y a notamment de la presse écrite qui se contentent de répercuter ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux sans autre forme de procès. Ça ne se fait pas sur le progressiste, ça. Ah non. Non, on ne parle pas d'information sur le progressiste. Si, ils parlent d'information, je suis désolée parce qu'ils ont parlé de Mia Motley, qui est la nouvelle première dame de Barbade. Voilà. Il faut saluer, vraiment, saluer cette victoire. Parce que dans la Caraïbe, il y a vraiment cette montée en puissance. C'est la deuxième après celle de Trinidad. De Trinidad et Jamaïque. Non, vous oubliez la Dominique. Jamaïque, il y a eu Eugenia Charles. Je parle de l'heure actuelle. Il y a une première ministre en Jamaïque. Je ne parle pas de Eugenia Charles. J'étais à son investiture. Non, mais tu en loupes beaucoup. Jamaïque. Trinidad. J'ai dit à l'heure actuelle. On est là, si vous voulez. Ah oui. Et alors, moi, j'ai bien aimé le discours inaugural de cette dame. Elle a dit aux Barbadiens, pour les mecs, j'ai trouvé ça génial. La situation est catastrophique. Et la situation est chaude, là. Hein. Ne vous faites pas d'illusions. Exact. Ça va être... J'ai trouvé ça génial, quoi. C'est-à-dire que, imagine ça qu'on ait ça ici. Je veux dire, ah bon, vous êtes qu'à faire quoi d'illusions? Moi, dis autres que, elle a chaud et il caille encore plus chaud. Et la nana a été élue. Elle a raflé tous les sièges. 30 sièges sur 30. 30 sièges. Elle en avait 14, elle en a 30. Alors, il faut dire aussi que donc, dire la vérité aux gens. Elle a eu une campagne très dure parce que c'est une femme qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, et il y a eu des gros soupçons. Soupçons d'homosexualité. Elle a été beaucoup attaquée sur ça, et pendant longtemps, les débats ont tourné autour de ça, sans tourner autour, et elle a dit, on n'en a rien à foutre de qui je suis, voilà la situation, justement. Donc, si vous avez envie de continuer à parce que Barbade, c'est catastrophique. Hein. Oui, ils sont sur le plan du FMI. Barbade était cité en exemple dans la Caraïbe pour sa gestion, son niveau de vie, etc. Ah non, c'est toujours le même problème. C'est un problème qui nous guette. C'est un problème de dépendance par rapport à un système économique qui va mal. C'est 60% du PIB, c'est le tourisme. C'est le tourisme. Et puis, l'absence de, comme tu disais, l'absence de vision des jeunes. À Barbade, maintenant, les mecs, ils attaquent les touristes, quoi. Sur les plages, il y a un niveau de violence qui
qui est exacerbé, et puis c'est fini, quoi. Le gentil petit Barbade qu'on a connu dans les années 70-80, c'est mort. Tout à fait. Tu pouvais te balader à Ostie, sur les plages du Sud, là. Tout à fait. Et puis là, c'est fini. Ok. Juste avant de terminer, peut-être un petit mot sur la probable disparition de la librairie Alexandre. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand on dit justement qu'il faut que les jeunes apprennent à lire, s'éduquent, tout ça. En matière de combat identitaire, de combat pour le progrès, Gilles Alexandre et toutes ses équipes a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est là que tu trouvais les bouquins essentiels pour connaître, savoir ce qu'on est, d'où on vient, etc. Et cette disparition-là est terrible. Notamment, on trouvait en français, donc des traductions, très bonnes traductions, d'ouvrages d'histoire et romanesques sud-américains, donc caribéens aussi. Et caribéens aussi. Sur Haïti, sur Haïti, les bouquins sur Haïti, c'est là. Sur la République dominicaine, sur Cuba, sur Porto Rico, c'est là qu'on trouvait. Il y a des livres qu'on ne trouvait que là. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait cet esprit. Il y avait un esprit, il y avait une âme dans cette librairie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Tout à fait. Quand on va pas à la librairie Alexandre, quand on va à la FNAC ou dans une autre librairie, il y avait une âme, on allait rechercher quelque chose, l'âme caraïbéenne. Et Gilles Alexandre, c'est quelqu'un d'une très très grande culture et qui a su justement faire des choix extrêmement précis, des choix justement sur notre culture, sur la nécessaire culture identitaire que nous devons avoir. Donc je crois que c'est très dommage. Il a été aussi plombé par les municipalités. Qui ne payaient pas. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis il a été plombé aussi par les changements technologiques. Lui-même, il y a eu une discussion un soir où il me dit, moi, je suis victime de l'Internet. Oui, bien sûr. Le fait d'être aussi positionné à Fort-de-France, les CSP+, les gens, on va dire, hyper cultivés et riches, catégories socio-professionnelles supérieures. Voilà. Donc les gens qui ont de l'argent et qui aiment la littérature et qui descendaient à la librairie pour s'acheter les bouquins, lui disaient, Gilles, moi pas qu'à descendre en ville encore. Ouais. Moi pas même ça la Pouga. Moi pas qu'à descendre en ville encore. Donc il y a tous ces facteurs-là. Mais je crois qu'il y a un facteur qui est beaucoup plus grave, qui est que le commerce traditionnel, parce qu'une librairie de ce type-là, c'est quand même un commerce traditionnel, au sens où il date d'époques très lointaines. Bon, il y en a encore plein, pas en Martinique, mais en France, il y en a quand même quelques milliers. Ce commerce traditionnel doit s'adapter. Il doit s'adapter et il est nécessaire que tous ces gens puissent réfléchir à la façon dont ils doivent s'emparer des nouvelles technologies. Par exemple, moi j'ai l'exemple de librairies en France qui disent « Ok, les gens ne vont plus descendre chez moi voir ce qu'il y a de nouveau. » Parce que c'est ça. Ouais. Mais les gens n'ont pas arrêté de lire, ce n'est pas vrai. Puisqu'ils sont passés du livre papier au numérique. Ils passent leur temps à lire. Les gens lisent de plus en plus. Alors, on ne sait, ce qu'ils lisent est sujet à caution, mais ils lisent de plus en plus. Si tu ne sais pas lire, tu n'utilises pas Internet. On est d'accord ? C'est sûr. Bon, donc l'idée, c'est quoi ? Ces librairies disent la chose suivante. Écoutez, voilà ce qu'on fait. Vous avez Internet, vous faites ce que vous voulez, mais faites en sorte que la commande, c'est nous qui la passions pour vous. Et comme nous, on achète beaucoup de livres, on peut négocier, on peut être compétitif. Okay ? Et les gens ont l'impression que c'est pas vrai. Or, ça peut être vrai. Un libraire peut avoir des tarifs parce qu'il a accès au marché de gros, il peut avoir des tarifs et puis il apporte quelque chose que Internet n'apportera jamais, c'est le conseil. Le contact. Donc ça devient des librairies de dépôt, mais elles apportent également le conseil. Et Amazon, qu'est-ce qu'Amazon est en train de faire ? Parce qu'Amazon, le système économique, le modèle économique d'Amazon va exploser et ils vont disparaître parce que s'ils ont 2 milliards de personnes qui commandent le même bouquin, ils sont incapables de livrer, on est bien d'accord. Bon, donc Amazon dit, moi, je permets aux gens de commander rapidement et d'avoir une offre extraordinaire sur le net, mais je mets des magasins où ils vont pouvoir venir retirer le truc. Parce que apporter chez eux, ça va coûter de plus en plus cher.
plus il y a des embouteillages, moins tu peux apporter le colis rapidement. Et les gens n'ont pas renoncé à venir dans une boutique, à la fois pour retirer leur article, mais pour avoir du conseil. Bien. Et c'est ça l'avenir. C'est très difficile pour des petites librairies comme celle-là de survivre. Je vois un mastodonte comme la FNAC, par exemple, elle a dû effectuer une mutation absolue. Hein. Donc aujourd'hui, à la FNAC, c'est essentiellement du matériel. La plupart de leur chiffre d'affaires, c'est plus tellement sur des livres. Hein. Ils vendent des cafetières. Non, sérieux, des aspirateurs sans fil, des cafetières. Et même là maintenant, ils vont faire ils font de l'alimentaire, ils mettent des snacks, etc. quand les gens viennent. Donc il y a une véritable... Là, c'est vrai que... Et c'est ce que je disais aussi, c'est que nous, ici, en Martinique, il faut qu'on prenne en compte ces nouvelles réalités. Il faut qu'on s'adapte parce que ce sont des gisements d'emploi, c'est un monde en mutation et on a besoin... de tout le monde, de ceux qui ont l'expérience et des plus jeunes, Daniel. Mais je suis d'accord. Pour nous donner cet élan-là vers tout ça. Il faut démissionner. Voilà. Je veux juste dire un petit mot sur la librairie Alexandre. Elle va revivre. Moi, je prends le pari qu'elle va revivre. Moi, je l'ai bien connue, cette librairie, surtout du temps de la mère de Gilles, Simone, que nous appelions amie Simone, parce qu'on était très proches. Et cette librairie aura au moins duré 108 ans. Ouais. Ce n'est pas rien. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises martiniquaises. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent s'en vanter. Même sur le patrimoine, c'est un beau bâtiment. L'immeuble est beau aussi. Ici, on a tendance à beaucoup oublier le patrimoine. Exact. Je trouve toutes les belles maisons. Alors, on rase, on fait des immeubles. Il n'y a pas vraiment cette préservation du patrimoine. On a réussi à sauver quand même... La maison de Césaire. Et Césaire, la maison de Césaire est en train d'être sauvée aussi. Mais merci à tous les trois. Un loto pour la maison de Césaire. Stéphane Baird a mis 13 millions en septembre. Ce sera le 14 septembre. J'ai entendu ça en venant. Donc le 14 septembre, si vous voulez jouer, il y a un loto spécial pour la rénovation des bâtiments. Donc vous pouvez gagner 13 millions. Et en perdre 200. Et si vous ne gagnez pas, vous aurez fait une bonne action. Voilà, vous aurez fait une bonne action parce que vous allez permettre la préservation des bâtiments. Il y a le Fort Saint-Louis, la maison d'hôtel au Saint-Esprit et la maison de Césaire. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On ne trouve pas ça sur le net. Sur le net. Ça, c'est la vraie info. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Bon week-end et à la semaine prochaine, si Dieu veut. Bye bye. Merci de nous avoir suivis.